Toi, t'es la touche distinguée du podcast. C'est pas ce qui ressort des podcasts, mais j'aime beaucoup honorer Monsieur Fisk. Ce que vous faites en privé ne nous regarde pas. Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouvelle petite interview où je reçois, encore une fois, mais avec toujours le même plaisir, un membre du podcast de Level Max. Donc c'est aujourd'hui le cher Dr Nostal que j'accueille. Salut Dr Nostal, comment tu vas ? Mais ça va super bien, je suis très honoré et très flatté de passer derrière les copains que j'ai vus là, Tosmo, Terry, Fisk, je suis très heureux. Maman, je suis à la télé sur internet, tu me regarderas. Comme tu dis, Super content. Que des gens de qualité, et d'ailleurs c'est assez improbable parce que c'est quand même une toute petite chaîne que j'ai, c'est plus pour être entre passionnés et échanger sur le jeu vidéo, et de voir que des personnes qui sont quand même connues, après c'est pas des superstars d'Hollywood, tu vois, mais en gros sur, sur les gens qui connaissent un peu le monde du rétro, qui écoutent les podcasts, voilà, c'est souvent des noms qui reviennent. Savoir que vous êtes comment dire, si enclin à participer à ce genre de petites émissions, c'est super sympa, et je pense que ça fait plaisir à un peu tout le monde, donc ça encourage à continuer ce format. Et écoute, pour commencer, je propose que l'on parle un peu de toi, donc Dr Nostal pour les intimes, des choses que tu fais dans le monde du podcast et dans le monde associatif. On va parler forcément du Marathon Cast, ton petit bébé quoi, si je puis dire. Eh bien, écoute, je te laisse la parole car je pense que tu es plus à même d'en parler que moi. Le Marathon Cast, c'est un événement qu'on a organisé pour la première fois il y a 1 an, en novembre dernier. L'idée, c'était de réunir le monde du podcast de la France entière pour un événement caritatif, pour essayer de récolter des fonds au profit d'une association. L'an dernier, on l'avait fait au profit d'une association qui ouvrait une école, qui avait une école pour enfants autistes, la seule école de France pour enfants autistes qui avait quelques difficultés financières, donc à notre tout petit niveau évidemment, parce que évidemment l'argent qu'on a récolté ne suffit pas, mais vu la situation actuelle, les aides de la région, de la ville, de l'État qui ne font que baisser, voire qui ne sont même plus assurées, l'école est sans cesse menacée de fermeture. Du coup, j'avais eu l'idée de faire un marathon caritatif, un peu dans l'esprit du Désherbus de l'espoir, pour ceux qui connaissent. Mais ce qui n'avait jamais été fait, pour faire du podcast en live, filmé. Le podcast, par définition, ça s'écoute. Et là, l'idée, c'était que les gens puissent voir leur podcasteur préféré en live pendant... Alors, au départ, on était parti pour faire 24 heures. On en a fait un peu plus de 27. Donc, l'idée, c'est de se réunir tous ensemble au profit d'une cause qui peut éventuellement changer chaque année. Ça, on verra. Ouais. Mais voilà. Donc, et puis, c'était un succès au-delà de ce qu'on attendait. Bien sûr, et puis, comment dire, c'est aussi là que vous avez vu comme quoi, en gros, ce que tu as fait, qui recensait quand même pas mal de personnes, parce que c'était pas que du podcast JV, c'était un peu tout ce qui était pop culture, tout ça. Alors, et ouais, vas-y, dis-moi. Non, oui, c'était effectivement pas que JV. Moi, je fais partie d'un podcast JV. Mais j'écoute d'autres podcasts, parce que dans la vie, j'ai pas que le JV, j'ai beaucoup de choses, on en parlera. Et l'idée, c'était de réunir tous les copains, en fait. Tous les copains que j'écoute, et puis de réunir une communauté le plus large possible, pas que la communauté jeux vidéo. Donc il y avait du podcast cinéma, du podcast jeux vidéo évidemment, du podcast musical, jeux de rôle, enfin... Il y avait un petit peu de tout, quoi, en fait. Sans oublier le copain Joe Jeff, qui était venu, lui, qui est streamer sur Twitch, qui était venu s'ajouter au projet. Alors, c'était pas prévu au départ, mais quand il a proposé, c'était avec bonheur qu'on l'a reçu. Bien sûr. Et qui a cartonné. Donc, dans l'idée, la prochaine, ce sera pas que podcast, ce sera podcast, Twitch, YouTube, voilà. L'idée, c'est de s'ouvrir à toutes les communautés, Twitch, YouTube, voilà, de réunir tous les copains, parce qu'en fait, le monde du podcast, malgré tout, on s'intéresse pas que au podcast, donc il y a des liens, il y a des passerelles entre tout ça, donc forcément oui, la prochaine fois on va essayer de faire un truc beaucoup plus gros et de réunir un petit peu tout ce petit monde là. J'ai déjà pas mal de pistes là-dessus, je pense qu'on peut faire un truc très sympa. Et du coup ça serait quand même toujours un événement IRL dans une salle? Alors je tiens absolument à ce que ce soit un événement IRL dans une salle.
D'ailleurs, j'ai oublié de citer les copains de Bad Geek, l'association Bad Geek qui organise Podren, hein, qui nous ont fait toute la partie technique, rediffusion, stream, qui ont été extraordinaires, qui se sont proposés pour nous faire ça très gentiment. Super. Et du coup, oui, l'idée, c'est parce que justement, pourquoi je parle d'eux aussi, parce que cette année, ils m'avaient proposé éventuellement, vu le contexte sanitaire, de faire ça uniquement sur Internet, à distance, mais je trouvais que le concept ne s'y prêtait pas trop et l'envie était moindre de le faire comme ça, parce que l'idée, c'est aussi de tous se réunir, de passer un super moment ensemble, un moment un petit peu fusionnel, quoi, entre tous ces gens-là qui finalement ne se voient pas souvent. On se connaît tous par les réseaux sociaux, par les podcasts enregistrés à distance, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de réunir la communauté et de faire ça tous ensemble dans un esprit, quoi. Donc pour moi, cet événement doit se faire IRL forcément, avec des gens, avec du public qui vient nous voir, etc. Mais vraiment se réunir. Je souhaitais pas cette année le faire à distance. Donc toujours dans une salle. Je comprends. Et donc on n'a plus qu'à souhaiter que le contexte s'améliore et que l'an prochain tu puisses faire un marathon cast dans les conditions souhaitées. Cette année on n'a pas pu le faire, mais l'an prochain j'y compte bien. D'accord. Et tu vois, je t'avais dit que ça serait la grosse marade au niveau du podcast, mais là on commence quand même du podcast, de l'émission, mais là on est sérieux, hein, dès le début, bim, marathon cast. T'as enchaîné sur le sujet sérieux, hein. Après on va dire des bêtises, on va oui, mais là effectivement t'as commencé direct par le sujet qui me tient à cœur et bien qui sûr. est sérieux. Et voilà, et je pense qu'il faut en parler parce que ce type d'événement, ça ne peut que gagner à se faire connaître et montrer comme quoi, les gens qui écoutent des podcasts, qui sont des geeks, qui aiment le cinéma et tout, ils sont aussi enclins, c'est aussi des personnes qui peuvent faire des dons et puis participer, même 1 euro, tu vois, et qui peuvent au final servir une cause noble, quoi. Bien sûr, y a des gens qui donnent 1 euro, 50 euros, 100 euros. Déjà, à partir du moment où vous donnez 1 euro, vous avez participé, vous avez soutenu le projet et vous... D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, pourquoi il n'y a pas de différence entre une personne qui donne 1 euro, 50 euros, 100 euros. C'est que par exemple, parce que moi en fait, pour expliquer, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Games & Co, qui est une organisation qui fait pas mal d'événements, qui est dans l'événementiel, qui organise des conventions, des salons, des choses comme ça autour du jeu vidéo. Et Games & Co avait mis pas mal de lots en jeu et chaque personne qui faisait un don, qu'elle donne 1 euro, 50 euros, 100 euros, pouvait gagner un lot qui en valait 10 fois plus, 100 fois plus. On faisait pas de différence, quoi. À partir du moment où vous donnez 1 euro, vous avez fait une BA et on vous en remercie, quoi. Donc l'association Games & Co s'était chargée aussi d'envoyer les lots à ses frais, tout ça. Et donc voilà, donc que vous donniez 1 euro ou 1000 euros, c'est mieux de donner 1000 euros quand même. Mais non, mais pour être sérieux, c'est voilà. À partir nous, on est super ravis. Dès que ça s'affichait sur l'écran, même 1 euro, c'était l'explosion de joie. Tout le monde était content. Voilà. Est-ce que c'est resté bon enfant pendant un peu plus de 24 heures du coup, pendant ces 27 heures, ça a été Incroyable. Ouais. Je m'attendais pas à un tel, je sais pas comment l'exprimer. Je m'attendais pas à une telle participation, un tel engouement au niveau des gens présents, même des podcasteurs, tout ça. C'était fusionnel, c'était voilà. Pour ceux qui veulent, d'ailleurs comment dire, les rediffs, enfin les VOD. La chaîne de Bad Geek, sur le site internet de Bad Geek, vous avez toutes les rediffs de chaque émission. Et à la fin des 27 heures, on s'y attendait pas. Enfin, comme on a pété les scores, tout le monde était en pleurs, dans les bras. C'était vraiment génial, quoi. Il y avait une vraie atmosphère. Moi, je m'attendais parce qu'il y avait des gens qui venaient de Lille, des gens qui venaient de Lyon, des gens qui venaient d'un peu partout. Moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent, qu'ils fassent leur émission, qu'ils repartent. Normal. Voilà. Et non, quasiment tout le monde est resté pendant les 27 heures. On avait mis en place ce qu'il fallait pour qu'il reste. Tout le monde est resté, participait. C'est-à-dire que chaque podcasteur participait dans les émissions des autres. Quasiment personne voulait partir, quoi. Et à la fin, dès 27 heures, quand c'était fini, même si on était tous crevés, on était tous tristes que ce soit fini, quoi. Il y avait une vraie collaboration, quoi. C'est ce qui m'a le plus marqué dans cet événement. Ok. Bien écoute, tu m'offres une transition parfaite vers du coup l'asso Games & Co, parce que si tu souhaites en parler, faire un petit mot pour cet asso, parce que j'ai vu que tu en étais membre. Donc Games & Co, c'est quoi? Pour quelqu'un qui ne connaît pas. C'est une association qui organise beaucoup de conventions, d'événements, principalement en Ile-de-France, mais petit à petit, qui se déplace un petit peu dans toute la France, et qui organise des conventions jeux vidéo, des conventions pop culture, pas que jeux vidéo d'ailleurs, de plus en plus.
où on met à disposition du public des bandes d'arcade, des flippers, des consoles. On a des événements assez massifs, dont notre événement principal qui a lieu à Arpajon une fois par an, les Games & Co Days, où là c'est le gros truc, quoi. On va dire c'est la Paris Games Week de l'Essonne, quoi, pour exagérer un tout petit peu. C'est beau. Mais où on reçoit vraiment du beau monde, des beaux invités. Je pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. Mais autour de la pop culture, voilà, des acteurs du monde du jeu vidéo, du doublage de films, de dessins animés. Je peux en citer quelques-uns, mais je vais en oublier tellement. Donc n'en cite pas. L'équipe de doublage de Dragon Ball Z qui était venue la dernière fois, c'était génial. Ouais, On avait fait un tournoi Dragon Ball Fighter Z. Et par exemple, les doubleurs officiels, hein, donc Eric Legrand, Brigitte Lecordier, tout ça, qui pour le tournoi ont pris le micro d'eux-mêmes, hein, c'était pas prévu, et ont fait les doublages de la finale génial. qui était retransmise sur écran d'or, c'était juste génial. Enfin voilà, c'est un gros délire. Ouais, et c'est top d'avoir pu toucher des personnes comme ça qui sont quand même assez, qui sont assez connues, enfin surtout pour nous, quoi. Ouais. C'est incroyable. Moi je suis comme un gamin, quoi. Dès qu'ils arrivent, je les vois. Enfin, je sais pas, moi je vois Cyril Drevet qui arrive, qui nous a fait la surprise de venir. Pour moi, voilà, Télévisateur 2, quoi. Enfin, les vieux connaissent, quoi. Qui arrive, qui nous fait la surprise de venir. Des mecs comme AHL, Alain Huyghe-Lacour, enfin, le papa de toute la presse jeux vidéo des années 90 qui vient et qui passe un bon moment et qui est adorable, qui passe des heures à discuter avec nous, qui passe dans les émissions. Enfin, j'en oublie, hein. Il y a Douglas Alves, voilà, pareil, Console Plus, tout ça. Donc voilà, des mecs qui viennent, qui passent un bon moment avec nous, qui restent et surtout, le plus important, qui restent, qui s'y sentent bien, qui sont heureux d'être là. Enfin, je suis comme un gamin, quoi. J'ai 40 ans, mais on dirait que j'ai 10 ans, quoi. Non, mais oui, on est tous comme ça, hein. Quand on est face à des gens qui ont bercé notre enfance ou qu'on aime, on est des mômes, quoi. C'est, enfin... Oui, moi c'est là toute la beauté du jeu vidéo. Je viens pas avec mon petit papier. Excusez-moi, monsieur, pouvez me signer. Enfin voilà, j'exagère, mais c'est génial, quoi. Et qui viennent gratuitement. Hein, c'est même pas une relation professionnelle, c'est une relation d'amitié vraiment qui se crée avec le temps, quoi. Donc je félicite Gwen, d'ailleurs, le président de l'association, qui arrive comme ça à créer une communauté autour un petit peu de tout ça. Enfin voilà, c'est génial, quoi. Donc si vous avez l'occasion de venir nous voir, n'hésitez pas, quoi. Et c'est quelque chose de fermé avec des places limitées ou c'est tout le monde peut venir voir? Ah non, tout le monde peut venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de 90% de nos événements sont gratuits. En plus, on fait des événements gratuits, donc ils peuvent venir nous voir comme ils veulent. Il y a juste notre gros événement annuel dont je parlais, où l'entrée est payante, mais c'est entre 3 et 5 euros, donc ça va pas chercher bien loin, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de frais sur un tel événement, mais c'est hyper accessible, quoi. Tout le monde peut venir s'éclater autant qu'ils veulent, quoi. Super. Eh ben, écoute, on a, je pense, terminé la partie sérieuse de cette émission, car maintenant, on va parler de Level Max. Ouais, le plus important. Oui. Il passe à me faire engueuler. Oui, non, mais je comprends. Donc, le plus important, bien entendu, Level Max, du coup, podcast JV dont tu es chroniqueur. Si tu devais définir la touche que tu apportes à Level Max, ce serait quoi? Ah bah c'est simple, moi clairement, je suis la touche rétro, on va dire. Moi je suis très peu, je joue à tout ce qui est, on va dire, next gen, current gen, mais je suis clairement, pour moi, la touche rétro. Je suis vraiment dans mon élément quand on commence à parler rétro gaming, vieux machin. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'apporte à l'émission. D'accord. Et ce qui nous offre une parfaite transition vers le petit docteur Nostal. Donc quand tu n'étais que petit Nostal et pas encore docteur, le petit Nostal, comment est-ce qu'il a connu le jeu vidéo? C'était quoi sa première découverte du jeu vidéo? Alors, c'est marrant parce que j'ai un souvenir extrêmement précis de ce moment-là. Parfait. On doit être aux alentours de 1983-1984, par là. Et j'ai mon père qui rentre un jour à la maison avec un appareil très bizarre, avec plein de touches dessus, je comprends pas trop ce que c'est, qui le branche sur la télé et qui commence à jouer. Et moi, je suis à côté de lui, et puis j'ai commencé à jouer avec ça. C'était un Philips Videopack. C52 pour être précis, et je me rappelle parfaitement du jeu que j'ai ici d'ailleurs normalement, le jeu numéro 14 avec les cowboys. Alors c'était un espèce de, on va dire, de Pong-like, mais avec deux cowboys qui se tirent dessus. Entre les deux, il y a
Il y a des espèces de petits obstacles et le but c'était de descendre l'autre cow-boy, quoi. Et j'ai une image fixe de ça, de jouer à ça avec mon père au jeu de cow-boy que j'ai là normalement. Je peux même le montrer, tu vois, comme je suis pas du tout organisé. C'est magnifique. Ce jeu-là. Et du Sur coup, Philips Video Pack. et c'est le jeu que tu avais à l'origine déjà ou c'est que tu l'as racheté après Oh. Ah oui. Et elle fonctionne encore? Elle fonctionne, bien sûr. Alors moi, je suis un ouf. Hein. J'ai encore des vieilles télés. J'ai des vieilles télés cathodiques partout chez moi. Je garde les télés cathodiques avec prise antenne et tout. Ah non, mais c'est un truc de fou. Je dois avoir au moins 10 télés chez moi. Enfin bref. Et alors le jeu là que je t'ai montré, non, c'est pas celui d'époque, hein, parce que bien évidemment à cette époque-là, je l'ai pas gardé. Hein, oui, bah oui. Mais je l'ai retrouvé par la suite. Super. Voilà. Et est-ce que tu as la manette de la Vidéopack là pour me montrer un peu à quoi ça ressemble? Ouais, bah ouais, parce que du coup sur les Vidéopacks, je suis obligé parce que comme je t'ai montré la console, ce qu'il faut savoir, c'est que les manettes sont accrochées à la console, on peut pas les enlever. D'accord. Donc c'est ça les manettes. D'accord. Donc c'est un joystick. Je sais pas si on arrive à voir. Donc juste un joystick avec un bouton. Là il y a un petit bouton. Voilà, c'est tout. À l'époque c'était les manettes un bouton, ça allait très bien, c'était pas compliqué, pas comme les manettes de maintenant où il y a 20 000 boutons où je comprends rien, où c'est trop compliqué pour moi là. Un bouton, 2 boutons. Et... Voilà, ce que je veux dire, toi ta limite c'est 2 boutons, après c'est compliqué. Au-delà de 2 boutons, non, jusqu'à la Super NES ça va. 6 boutons, ça passe encore. Après, avec les manettes PlayStation, tu sais, ça fait des années que je joue à la PlayStation avec des manettes 12 boutons, j'y arrive toujours pas. Hein. Quand il y a marqué appuyer sur L2, R2, machin, je suis obligé de regarder la manette. C'était quoi cette console? C'est une vieille console, hein, t'as plus de culture que moi à ce niveau-là. Où en gros, c'était une grosse manette comme ça, où tu mettais par-dessus une sorte de plaque et les touches étaient affichées dessus. Alors, il y a la Mattel, Intellivision, non? Ouais, des couleurs qu'on mettait sur l'écran? Non, avec les overlays? Non, en gros, tu tiens ta manette en main, et dessus, tu mets... t'as peut-être 10 boutons au milieu, et tu mets une plaque dessus selon les jeux, et en fait, ça te dit les boutons d'action à quoi ils servent. Je pense que ça doit être la Mattel Intellivision dont tu parles. D'accord. J'imagine. Après, il y en a eu plusieurs, hein, des modèles de ce type-là. Eh bien, si c'est ça, je l'intégrerai. Si ce n'est pas ça, je couperai honteusement ce passage où je montre à quel point je... c'est pas grave. tu mettras un insert genre la honte, il a raconté de la merde. Ah oui. Comme ça, si tu veux. Mais je pense que tu parles de ça. Mais il y en a eu plusieurs, honnêtement. D'accord. Et du coup, c'est un premier souvenir assez précis. Et... si on fait un bond dans le temps, c'est à partir de quand que tu as commencé à te définir comme vraiment joueur et ta console que tu as vraiment poncé, quoi, ta première console où tu étais dessus à fond Alors, ma toute première console, je pense que c'est... Alors non, vraiment la toute première console que j'ai commencé à jouer vraiment, qui m'a vraiment donné le goût du jeu vidéo, c'est pas une console, c'est un micro-ordinateur. On est à Noël 89, je pense. Que tu es précis. Et c'est mon Amstrad CPC 464 à cassette. Je crois que c'est là où j'avais déjà joué chez des copains à l'Atari 2600, voilà, des trucs comme ça. Hein. Mais vraiment, ma toute première machine à moi, où j'ai passé des heures et des heures sans relâche dessus, c'est mon Amstrad CPC, vraiment. D'accord. J'ai basculé ce jour-là. Le jour où tu t'as basculé. Apprendre le basique 1.0, pouvoir taper des lignes de code, pouvoir taper 500 lignes de code pour afficher une ligne à l'écran, et on était, c'est génial, enfin. Je m'amusais à taper vraiment des journées entières de code là-dessus. C'est ça. L'Amstrad CPC, quand tu voulais jouer à un jeu, t'avais juste à mettre ta cassette ou fallait que tu initialises le programme, tout ça Alors, il y a 2 possibilités, c'est-à-dire que la plupart des gens te diront oui, il fallait taper des lignes de code pour lancer le jeu, machin, alors qu'en fait il y avait des raccourcis clavier déjà à l'époque. Hein. D'accord. Donc moi les lignes de code pour lancer les jeux, je les ai jamais quasiment connus. Moi je faisais les raccourcis clavier, c'était RL, Shift et Enter, et ça t'affichait tout le programme d'Office. Et t'avais juste à appuyer sur Play, comme sur un magnétophone, et ça te lançait le chargement du jeu. Moi, quand j'étais jeune, jadis, j'avais avec mon grand-père un Apple II GS, et j'arrive pas à me rappeler s'il fallait que je fasse une initialisation du jeu ou si c'était automatique. Je me rappelle du bruit que ça faisait. Je pourrais pas te dire. J'ai jamais eu d'Apple. Mais normalement, que j'ai encore. Le même truc. Run, machin, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Pareil, quoi. Oui, run, //
je sais pas moi, Barbarian, ouais, je pense que c'était pareil. Et puis t'avais toujours la commande, si tu savais pas quoi taper, t'avais toujours la commande 4. Ouais, pour voir d'afficher tous les toutes les trucs listes. à l'écran et dire ah oui, c'est ça qu'il faut taper, quoi. Voilà, c'est tout. On va faire un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Est-ce que actuellement tu joues à un jeu de manière régulière, jeu qui soit actuel ou jeu ancien? Alors, ces derniers temps, je me suis remis à un jeu ancien qui a plus de 20 ans, mais où j'ai joué à l'époque des milliers d'heures, et j'ai rejoué récemment des centaines et des centaines d'heures. C'est sur PC, en fait. Oh. C'est, tu vois, c'est pas comme si j'avais tout préparé à l'avance. Le mec a tout prévu. Eh oui, mais j'ai vu les copains passer avant, je me suis dit, je vais pas être con. C'est ça, en fait. Je me suis remis sur le Star Wars Galactic Battleground. Ouais. Vu le contexte actuel avec le chômage partiel, le confinement, machin, j'avais un peu plus de temps d'habitude, et du coup je me suis refait plusieurs centaines d'heures, vraiment. Hein, et pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, c'est quoi comme type de jeu? Bon, c'est un jeu Star Wars, mais en dehors de ça, c'est quoi comme type? C'est du STR, en fait, c'est du stratégie temps réel. Si tu connais Age of Empire? Oui, bah oui. Bon, en gros, c'est du Age of Empire ou du Starcraft ou ce que tu veux, mais dans l'univers Star Wars. C'est le moteur de Age of Empire 2, en fait, dans l'univers Star Wars. Donc, c'est du stratégie temps réel. Donc, tu construis tes bases, tes armées, super, etc. Et puis, tes unités, et puis tu pars défoncer la mouille des adversaires, quoi. Donc, et c'est un jeu c'est un jeu qui est exigeant en termes de niveau, ou genre un casu peut jouer avec et prendre du plaisir, ou... Tout le monde peut jouer avec, le tout c'est après de maîtriser, c'est comme beaucoup de jeux, quoi. Apprendre les règles ça prend 5 minutes, les maîtriser ça prend des centaines d'heures, c'est toujours pareil. Non, n'importe qui peut jouer, hein. Stratégie temps réel c'est pas compliqué, une fois que t'as compris, tu construis tes bâtiments, tu les fais évoluer, tu fais évoluer tes technologies, tu construis des soldats, et puis voilà, quoi. Dr Nostal. Oui, monsieur. Dr Nostal, même orificiel d'après Twitter. Oui, parce que ça me fait beaucoup rire les gens qui sont pas du tout connus, tu sais, qui sortent de nulle part et qui rajoutent officiel tu sais, alors pseudo Twitter, ça me fait marrer. Et donc du coup, pour me foutre de leur gueule, je voulais mettre officiel aussi à mon pseudo. Mais si vous écoutez Level Max, vous savez que je suis très vulgaire, très caliente. Je suis le Jean-Marie Bigard de Level Max. Non, parce qu'il y en a qui me l'ont reproché des fois. Et donc, je trouvais ça marrant plutôt que de mettre officiel et de passer pour un con, de mettre orificiel. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est très con, hein. C'est très beau, mais je suis un beau. Oui, mais je valide. Donc, revenons-en à nos moutons, comme on pourrait dire dans les années 80. Ouais. Dr Nostal orificiel. Il serait le temps maintenant de nous parler et de nous dévoiler ta petite Madeleine de Proust, le jeu ou la console qui t'aurait marqué dans ton enfance et dont tu souhaiterais nous faire un petit hommage. C'est très très dur comme question parce que j'ai quand même 40 balais, des jeux j'en ai vu passer, j'ai eu des Madeleines de Proust à toutes les époques. Alors, tu m'excuseras, je vais un tout petit peu tricher, je vais t'en donner qu'un seul. Je vais encore me faire arnaquer. Je vais t'en donner qu'un seul. Vraiment, mais je vais te dire ceux que j'aurais pu dire mais que je ne dirais pas. Très bien. J'aurais pu te mettre le Starwing parce que c'était le pack Starwing que j'ai eu à mes 13 ans, à mon anniversaire avec ma Super Nintendo là. C'était génial, quoi, la plus belle surprise. Je suis en train de me faire arnaquer. J'aurais pu te dire le tout premier jeu auquel j'ai joué sur Amstrad CPC qui est Centipede, évidemment, mais je te dirais pas celui-là parce que c'est effectivement une grosse Madeleine, c'est celui auquel j'ai beaucoup joué. Mais le jeu vraiment sur lequel j'ai passé le plus de temps et qui m'a rendu fou à l'époque, c'est Barbarian en fait. Hein, voilà. On l'a évoqué plusieurs fois, mais c'est forcément Barbarian parce que dès que je l'ai mis dans la machine, je l'ai pas décroché de toute la nuit où j'ai eu mon Amstrad, quoi. Un jeu de baston où tu pouvais couper des têtes, mec. Je te rappelle, on est dans les années 80. Couper des têtes avec du sang. Dans les années 80, ça n'existait pas, quoi. En plus, t'étais tout minot encore à cet âge-là, à cette époque-là. Moi, j'avais 9 ans. 89, je suis né en 80, 89, j'avais 9 ans. Moi, on me met un jeu où, de loin, t'as 3 pixels qui représentent une princesse avec des boobs, déjà. T'as 9 ans, voilà. Et puis après, tu pouvais couper des têtes, mais surtout, pour être sérieux, un gameplay de fou, quoi. Ouais. Une manette à un bouton où t'as une panoplie de coups incroyables. Voilà, Barbarian. C'est le jeu vraiment qui m'a le plus accroché à cette époque-là.
D'accord. Et du coup, c'est un jeu, comme tu le dis, du coup, maintenant, qui est à quelques années. Et pour quelqu'un qui voudrait découvrir une console ou ce jeu, est-ce que tu penses que c'est encore, pour une découverte, j'entends bien, est-ce que c'est encore quelque chose qui est accessible ? C'est difficile à répondre, ça va dépendre des personnes. Pour moi, c'est hyper accessible, vraiment. Après, clairement, par exemple, si mon fils qui a 13 ans, si je le fais jouer à ça, il va pas jouer des heures. Ouais. Il va regarder, il va s'intéresser. Après, il va repasser sur ces jeux modernes. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir connu à l'époque, le contexte. Parce que le contexte dans le jeu est toujours important, en fait. Ouais, bien sûr. C'est comme pour tout. Si je mets ce jeu-là à un gamin sans lui expliquer le contexte de l'époque, comment ça fonctionnait et tout, il va trouver ça bof. Mais je pense que pour quelqu'un, même un jeune, parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au rétro gaming, qui sont très ouverts, un jeune qui s'intéresse au rétro gaming, je pense qu'il faut qu'il passe par ce jeu-là pour comprendre l'évolution du jeu de baston, tout ça. Je pense que ça l'intéressera vraiment. Et il a pas si mal vieilli que ça comparé à beaucoup d'autres jeux sur Amstrad. Je mettrai un petit incruste dans la vidéo pour montrer à quoi ressemble Barbarian. Si tu peux mettre une incruste de Maria Whittaker qui est sur la pochette, je pense que ça attirera beaucoup plus de monde. Faut même le mettre sur la vignette, comme ça les gens vont cliquer. Très bien, on va faire ça, on va les avoir les gens avec une petite vignette putaclic là. C'est ça. Très bien, et bien écoute, on va avancer sur cette petite interview et il va falloir que tu sois sérieux et à nouveau concentré car on va passer sur l'instant question-réponse. C'est un concept un peu compliqué, je pose une question, tu donnes une réponse, sauf qu'il ne faut pas trop argumenter, donc choisis bien tes mots. C'est dur pour moi ça. D'accord, promis. Commençons. Docteur Nostal. Oui. Pour l'instant, l'interview, tu la trouves comment ? Très intéressante. Je savais pas si j'aurais beaucoup de choses à dire et je m'aperçois que je suis super bavard en fait. Et intéressant. Ah, bon. Faut toujours être gentil avec ses invités, c'est ce qu'on m'a dit. Avant de les pas. Et du coup, je vais te pas, car tu vas peut-être moins apprécier. On se met en situation. Ta maison brûle. Et tu n'as le temps de sauver qu'une seule console. Oui. Pas deux, pas trois, une console. Tu sauves laquelle ? Alors, c'est rigolo parce que tous les gens qui me connaissent attendent la réponse. Et je vais faire exprès de dire autre chose. Tout le monde dit, il va dire la PC Engine. Et ben juste pour faire chier, je vais dire mon Amstrad CPC. Voilà. Et bien voilà. Et puis comme ça, je suis un tricheur, ça m'a permis d'en dire deux en fait, je suis un salaud. Je me suis fait flouer. Non, évidemment, la PC Engine, mais tout le monde le sait déjà. Parlons des maths. Donc le dématérialisé. Si je te dis, je vois ta tête peu enclin à ce support, mais si je te dis que moi c'est un super moyen de rendre les joueurs éco-responsables et d'accéder plus facilement à un catalogue de jeux, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Accéder plus facilement à un catalogue de jeux, oui, c'est vrai, certes. Éco-responsable, pourrait te dire que des serveurs, des gros serveurs un peu partout, ça consomme beaucoup d'électricité et que c'est pas forcément éco-responsable. Mais oui, certes, mais moi j'aime pas ça parce que j'ai une âme de collectionneur, tout simplement. Bien sûr. Ça va pas chercher beaucoup plus loin. Je collectionne beaucoup de choses et pour moi le démat c'est le mal. De pas pouvoir toucher l'objet, le sentir, le feuilleter. C'est pas pour moi. Moi je suis un vieux, donc c'est pas pour moi, je suis désolé. Je te comprends. Et ta réponse offre une parfaite transition vers la prochaine question, à croire que tu as lu mon conducteur. Est-ce que tu te considères plus comme joueur ou comme collectionneur ? J'ai envie de te dire les deux parce que je collectionne beaucoup de choses et je joue, mais plus l'âge avançant, plus les responsabilités augmentent. Je vais te dire que malheureusement, par la force des choses, j'ai un petit peu moins de temps pour jouer, donc je joue un petit peu moins, de plus en plus. Donc forcément, avec le temps, je deviens plus collectionneur que joueur. Pas par choix, par défaut. Ouais, parce que c'est la vie. C'est la vie, les enfants, le boulot, voilà. J'ai ouï dire, et tu l'as mentionné précédemment, que tu étais un petit joueur de shmup, comme on pourrait dire. Oui. Si je te propose de faire une session en coop
toi et moi, sur Ikaruga. Tu préfères... tu te dis, non, je suis pas payé assez cher pour souffrir comme ça, ou pourquoi pas? Alors, faire un jeu en coop juste pour le plaisir de jouer avec un ami, je le ferai, il n'y a pas de souci. Ikaruga, j'ai donné, hein, je l'avais sur GameCube, tout ça, j'ai donné. Hein. J'ai envie de te dire, je suis pas venu là pour souffrir. Quoi, donc, ouais, c'est dur. Alors que ce jeu, j'aime bien le concept, je trouve que la musique elle est super, enfin, tout ce jeu est super sur tous les points, mais la difficulté c'est. Ça, elle a pas de sens. Elle a pas de sens la difficulté. Inhumain. Il paraîtrait que tu aimes bien la franchise Resident Evil. Ah oui. Ouais, j'ai fait ma petite investigation. Ah oui, c'est une de mes collections. Je suis full setter Resident Evil. Mais si tu devais jouer à un unique jeu pour l'éternité, je t'offre le choix entre deux. Allez. Resident Evil 7, tout beau, tout neuf, voilà. Tu peux en penser ce que tu veux. Ou le premier Resident Evil sur Saturn. Ah mais il n'y a pas débat. Ah. C'est le premier Resident Evil. Sans hésiter. Alors c'est pas mon préféré. Ouais. Mais sans hésiter, le premier Resident Evil, je l'ai refait maintes et maintes fois sur différents supports. Encore récemment ou récemment, ouais, la dernière fois que je l'ai fait, ça doit remonter à 1 an. D'accord. Donc, on peut dire que c'est récent. Je l'ai fait notamment sur PS3, tu sais, avec le super remake qu'ils ont fait là, remaster, donc je l'ai refait forcément en long, en large et en travers. Et le gameplay qui est quand même, on peut pas se le cacher, qui est très rigide sur Resident Evil, c'est pas quelque chose qui te bloque encore aujourd'hui pour faire une session sur Resident Evil, toi t'es... Pas du tout. Ouais, t'arrives à te remettre dans le contexte de l'époque et te dire c'était comme ça avant et... Complètement. Bah pour te dire, tu sais, quand j'ai fait dernièrement, je l'ai fait plusieurs fois, mais le Resident Evil 1 là sur PS3, ils l'ont ressorti sur PS4 aussi d'ailleurs, je crois. Tu as le choix gameplay amélioré ou gameplay à l'ancienne. Moi, je me suis mis en mode gameplay à l'ancienne parce que j'ai envie de retrouver les sensations que j'ai connues à l'époque, quoi. La façon de jouer, ça me dérange pas. Faut se remettre dans le contexte. Chaque époque avait ses contraintes et un jeu, il a été conçu d'une certaine façon, avec un certain gameplay, et des fois, vouloir l'améliorer pour le mettre au goût du jour, bah ça l'améliore pas, parce que le jeu n'a pas été conçu comme ça, quoi. Donc non, mais sans hésiter, le Resident Evil 1, mais 1 milliard de fois, le 7... On va arriver sur la dernière question de cette petite interview, où je suis obligé encore une fois de parler manette. On sait, toi et moi, enfin surtout toi d'ailleurs, que les manettes à 2 boutons, c'est très bien, hein, tu vas à l'essentiel. Les consoles next-gen que nous avons actuellement comportent un peu plus de boutons, et si tu devais faire ton plaidoyer pour défendre ta manette de PC Engine, PC Engine ou PC Engine on dit chez toi? Engine, oulala. Voilà. Coupe ça. PC Engine. Si tu devais faire un plaidoyer et défendre la manette de PC Engine par rapport à une manette de PS5, ce serait quoi ton plaidoyer? Très rapide et concis, bien entendu. C'est très simple. À l'époque, on avait 2 boutons et pourtant on arrivait à avoir des gameplays originaux, innovants, à s'éclater. Il n'y avait pas besoin d'avoir 1 milliard de boutons. On avait du RPG, on avait du shoot, on avait du jeu de baston, on avait tout ça et avec 2 boutons, les créatifs arrivaient à inventer des façons de jouer originales pourtant. Donc ça nous posait pas de soucis, quoi. Hein. Faut pas croire que... Et encore, je vais même te dire que sur Amstrad, moi je jouais à des jeux de baston où il y avait 1 bouton. Et pourtant, avec 1 bouton, ils arrivaient à te faire une panoplie de coups incroyables, comme sur Barbarian par exemple, où tu avais une panoplie de coups extraordinaires pour l'époque, évidemment. Bien sûr. Très variés. Et pourtant, il y avait 1 bouton sur la manette. Non mais le nombre de boutons ne fait pas le gameplay ou l'originalité du jeu. Là-dessus, je suis d'accord, et ta réponse est très bonne. Et on pourrait s'interroger un peu sur la créativité des développeurs, dans le sens où maintenant que techniquement on bénéficie d'outils formidables, il faut le dire, hein, techniquement, technologiquement, à savoir si maintenant la créativité elle passe pas un peu au second plan, dans le sens où on a des moyens tellement puissants qu'en fait la créativité passe un peu au second plan, dans le sens où maintenant tout est possible, ou presque d'un point de vue technique.
Mais bien évidemment, puisqu'à l'époque, n'ayant pas les capacités et le matériel, enfin les possibilités techniques, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'être créatifs. Ils avaient que ça. Là maintenant, maintenant on peut miser sur 60 FPS, 100 FPS, 1080p, tout ce que tu veux. Regardez mon jeu comme il est beau. Bon, vous faites chier, mais il est beau. D'accord, vous vous emmerdez, mais il est beau. À l'époque, t'avais pas le choix. De toute façon, t'avais 3 pixels qui se battent en duel, donc t'étais obligé d'être créatif. Bien sûr. Si t'étais pas créatif, ton jeu, il faisait chier, il passait à la trappe, quoi. Donc oui, clairement, c'est évident ce que tu dis. Je suis d'accord. Eh bien, écoute, Dr Nostal, cette petite interview se dirige tout doucement vers sa fin. Où est-ce qu'on peut t'entendre et te retrouver ? M'entendre sur les podcasts de Level Max, bien évidemment. Il m'arrive aussi de faire des petites apparitions comme toi, je crois, sur d'autres podcasts. Notamment, j'avais fait un super podcast avec la case rétro sur les jeux 18+, par exemple. je crois que t'étais passé un peu avant. Ouais, j'étais passé juste avant sur la Select Stratégie, moi, mais ouais, 18+. C'est ça, je crois. Ouais. Hein. Donc, et puis, on peut me retrouver sur les événements de l'association Games & Co. On peut me retrouver également sur ton compte officiel, Twitter. Sur Twitter, oui, Dr Nostal, sur Facebook aussi, les méandres synaptiques du Dr Nostal. Sur YouTube, j'ai une chaîne où je fous plus rien depuis des siècles. Voilà, je voulais te demander du coup si à l'avenir tu pensais peut-être remettre du contenu un jour dessus. Ouais, mais en fait, moi sur YouTube, c'est un petit plus à côté pour m'amuser. Moi, si je dois poster qu'une seule vidéo par an, je posterai qu'une seule vidéo par an. En fait, je m'en fous. C'est voilà. Donc ouais, je poste 1 à 2 vidéos par an, mais donc voilà, vous pouvez venir voir. Hein, ça paye pas de mine, mais voilà. Donc sinon, Dr Nostal un peu sur tous les réseaux sociaux. Ok, super. Mais écoute, je te remercie de ta venue. J'espère que tu n'as pas trouvé le temps trop long et que tu as pris plaisir à cette petite interview. Sincèrement, j'ai trouvé le temps extrêmement court. C'est passé super vite. Moi aussi, mais ma capture me dit qu'on est à presque 50 minutes. Non. Et si. Donc voilà. J'ai eu l'impression qu'on avait fait 20 minutes, hein, sans déconner. Oh merde, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Hein, on va se débrouiller. En attendant, moi je te remercie encore une fois du coup pour ta venue. Je te dis du coup à très bientôt. Et au plaisir de t'écouter sur les podcasts. Salut YouTube, salut Dr Nostal. Salut.